Bonjour, c'est Cryptolise. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo hebdomadaire sur le Bitcoin. Alors cette fois-ci, on ne va pas revenir sur la session que l'on a eue, notamment cette semaine. Nous sommes en clôture mensuelle, on a quelques jours encore, on a Memorial Day qui arrive. Bon, globalement, l'un dans l'autre, on va laisser se clôturer le cours et on refera un point, de toute façon, tous les cas lundi, voir ce qui s'est passé notamment dans le week-end, et l'ouverture du cours, voir comment on va terminer justement mai, et comment on va attaquer juin. Ça, ce sera plutôt lundi. Là, on va faire plutôt une analyse macro, d'ordre général, avec plusieurs vecteurs, et vous proposer notamment 2,5 hypothèses, 2 réelles et 1,5 sur la même base, mais avec une prolongation différente, et se poser des questions, que ce soit sur le niveau économique, macro, et derrière sur tout simplement la partie réelle mise en place sur le prix du Bitcoin. Alors, on va attaquer notamment avec ce que vous entendez globalement dans toutes les quotidiennes depuis un certain temps, qui est notre hypothèse habituelle d'Eliotiste sur lequel nous avons vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril. Nous sommes dans cette hypothèse dans la vague 4, retracement A, B, C, avec un B qui a pris tout simplement la liquidité de cette zone-là, et un C qui a fait aussi une extension des deux côtés. Donc ça, vous l'entendez depuis un certain temps, et ça reste quand même mon hypothèse la plus probable dans l'état actuel, mais c'est vrai que j'en ai eu une deuxième, depuis un certain temps je l'ai en tête, qui est en train de se confirmer au fur et à mesure, et qu'on abordera dans un second temps. Elle est là, elle est cachée, elle est ici. On va la voir après. Globalement, on va revenir sur celle-là avec les deux possibilités, les deux outcomes que l'on peut avoir par rapport à cette théorie. La première, c'est que nous sommes dans une vague de retracement 4 avec extension. Ce que l'on peut attendre de cette vague C, c'est notamment d'aller chercher des extensions de cette vague A, d'accord, par rapport au retracement ici. On voit que je l'ai retiré, donc on va le remettre parce que c'est pas bien. Ici, on a la 1,1 tac, qui est ici, donc les 10% qui sont effectués. On pourrait se dire qu'on est en train de travailler cette zone-là, mais on a fait quand même une grosse encartade dessus. On n'est pas allé chercher notamment les 272 qui se trouvent à 23 000. On est vraiment entre les deux. Donc ça me dérange un petit peu de s'arrêter là. C'est possible en effet qu'on s'arrête ici. Et ça on va le voir dans la dernière partie, mais globalement ça me dérange un petit peu. Donc dans ce schéma-là, et c'est ce que je vous explique assez régulièrement, j'ai tendance à penser que même si on fait un petit retracement effectif pour aller chercher notamment le gap ici à 34-36 000, on aura une continuité baissière pour aller chercher notamment ici cette zone de CME, voire toucher l'objectif 272, voire le 382, donc 23 000 ou 19 000. D'accord, donc globalement le break des 23-24 et les 20 000, 19, 20 000 que l'on retrouve assez souvent, qui correspond notamment à un order block qui se trouve ici, qui est très important, et qui est juste au-dessus du dernier sommet. Les objectifs suivants sont beaucoup plus bas, sont dans les 10 000, et sont dans les 10 000, 10, 11 000, 8 000, mais qui sont en dessous de ce niveau important, qui est notamment le break du top de la 1. Donc ça voudrait dire que casser ce niveau-là, déjà invaliderait cette théorie-là, validerait d'autres théories, mais néanmoins, cette théorie-là ne peut pas break ici les 14 000, d'accord? Donc ça, c'est une ligne d'invalidation très forte par rapport à ça. Donc pour moi, on est vraiment dans cette idée de construction qui est effective, où on va potentiellement aller chercher, notamment cette zone de 272 ou le 382 réel. Donc ça, c'est ce que j'ai en tête depuis un certain temps, et c'est ce que je vous présente. Même si on peut aller chercher très facilement, on peut avoir une petite extension ici, aller chercher là, cette zone de liquidité 33, 34, 35, 36, avec le gap CME, pour redescendre après, aller chercher potentiellement ici l'objectif de 272 à 23 000, voire même les 20 000 ici. Donc quelque chose qui ressemblerait potentiellement à ça, et une continuité baissière, soit continuité baissière ici, soit on renfonce et on va plus loin, on va chercher notamment l'objectif qui est ici, avec potentiellement une mèche pour aller chercher la liquidité basse qui se trouve là. Donc potentiellement on pourrait avoir quelque chose comme ça. Ok. On pourrait avoir aussi, tout simplement, un arrêt de latence ici, retracement qui a été effectué suite à la remontée, continuité baissière pour aller chercher les 23 000, et ensuite on repart. D'accord ?
Là, on a deux scénarios qui se tiennent, dans tous les cas, par rapport à ce qui est en train de se structurer. Néanmoins, on a, par rapport à ce scénario, deux choses. Un, la notion de halving qui arrive. On sait qu'on va avoir le halving. Alors, le halving, il y a plusieurs dates, c'est en fonction, ce n'est pas une date, c'est en fonction des blocs qui sont effectués. Globalement, on arrive potentiellement à la fin du mois de mars, entre plusieurs dates qui évoluent, mais globalement, on sait que ça va être fin mars 2024, début avril 2024. Donc, on a plus ou moins cette deadline qui arrive. Le halving, qu'est-ce que c'est au niveau du BTC? Ça veut dire qu'on va diviser les rewards donnés pour les mineurs. Ça veut dire qu'on va diviser l'income des mineurs. Gardez-le bien en tête, parce qu'on va analyser ça dans un second temps. Globalement, quand on sait qu'on a des halvings, on sait que par la suite, on a une augmentation du prix du BTC. Ce qui est logique. Pourquoi c'est logique? Parce que tout simplement, quand on va casser le halving, on va diminuer les rewards des mineurs, donc forcément ça va être moins rentable sur un prix équivalent du BTC de miner. D'accord? On va avoir des coûts identiques pour des rewards qui vont être moindres. Donc forcément, on va avoir une augmentation, le BTC a toujours une augmentation pour pouvoir compenser ça. Alors, c'est vrai, mais en même temps c'est faux. Pourquoi? Parce que tout simplement, le halving, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est quasiment infini. On va diviser, pour arriver globalement sur quelque chose où les récompenses récupérées pour la création de blocs seront tellement minimes qu'ils ne suffiront pas, tout simplement, à compenser potentiellement les mineurs. Ça veut dire aussi que le prix du BTC ressemblera à ce type de courbe-là et arriverait potentiellement à des sommes qui seraient totalement aberrantes pour garder tout simplement une rentabilité du minage. Donc après, il y a d'autres choses qui vont rentrer en compte, notamment la notion de transaction et de gestion de transactions et des fees des transactions qui vont être prises en compte, donc ça veut dire qu'il faut une utilisation du BTC, mais ça c'est encore autre chose qui arrivera beaucoup plus tard avec la notion du halving. Mais de base, on sait que on a toujours une augmentation de prix pour compenser une partie du halving. Ça c'est essentiel à comprendre parce que c'est ce qui rentre en compte dans beaucoup d'analyses, mais il faut garder en tête que passé un certain temps, le halving va avoir moins d'impact sur le prix du BTC, et que derrière, on va avoir des systèmes de compensation autres qui sont déjà en train d'être réfléchis, développés et mis en place. Donc voilà, globalement, on va avoir un petit peu ça qui est en compte, sur lequel on va baser nos théories. Donc, dans cette théorie-là, dans celle que je vous ai présentée, nous savons que nous avons le halving ici. Donc on sait que globalement, quand ça se passe au niveau du halving, on est censé avoir une accélération du coût. Comment on va mettre en place ça quand on regarde un petit peu le délai? Là, on sait qu'on a, par rapport au halving, on va regarder un petit peu de temps, 600 jours. On va dire qu'on a 600 jours. Sur ces 600 jours, ça veut dire que globalement, on pourrait avoir, première théorie, ici retracement 36 000, quelque chose qui peut être fait assez vite. On peut avoir une zone de zoning pendant plusieurs mois, mais néanmoins 36 000, on va dire qu'on est très lent. Très lent, on va aller chercher même les 18 000. Allez. Soyons fous, on va aller chercher les 18 000. 19 085, l'objectif le plus bas de 382 sur l'extension que l'on a. Ce qui serait quand même déjà très fort, très long, très mis en place. Là-dessus, on aurait forcément une zone de ranging. Parce que forcément, quand on a une période comme ça, très forte, très basse, on aura une cassure forte de confiance, avec derrière une zone de ranging qui se mettra en place. Et ensuite, on aura une potentielle accélération avec une mise en place de cette vague 5, vague 1, vague 2, et on aurait donc après une vague 3 qui pourrait prendre du temps. Donc ça pourrait être logique, même si on fait, ici, au lieu de déplacer cette zone de ranging, on la place ici dans les 23 000, ça pourrait être tout à fait logique. On est sur quelque chose de cohérent. On a, au niveau du timing, quelque chose qui peut nous dire que, potentiellement, ce scénario est faisable. En tout cas dans l'idée globale que l'on peut avoir, et par rapport à ce que l'on a aussi ici. C'est-à-dire que si on regarde cette accélération, par rapport à ce qui est en train de faire, on voit qu'on a 600 jours. Bon, on pourrait avoir quelque chose comme ça, même si d'ordre général, pour faire cette accélération de vague 5, on aurait normalement quelque chose qui serait un petit peu plus court que les 600 jours, donc du coup on aurait suffisamment le temps pour pouvoir travailler. Après, la notion de temporalité dans les marchés, il faut faire vraiment très attention. C'est quelque chose qui est d'ordre général très peu fiable, voire même pas du tout, mais c'est pour nous donner un ordre d'idée par rapport au passif global. Là-dessus, on se remet sur autre chose en tête. Nous avons une notion de macroéconomique qui est
très forte avec des problématiques de macroéconomie, où on a un Nasdaq qui est assez touché, qui notamment d'ailleurs, hop, on va se le noter tout de suite, comme ça on va voir sous les yeux que le Nasdaq, on va aller chercher les indices de cette mise en place, hop, on voit que le Nasdaq est assez touché, d'accord? On sait qu'on a fait un retracement effectif au niveau du Nasdaq, on sait qu'on a retravaillé les zones hautes, comme je vous avais noté notamment dans cette prévision effective, mais on sait qu'on a des liquidités en attente, on sait qu'on va aller chercher certainement l'objectif des 10 500, donc on va avoir une continuité baissière, ce qui serait logique par rapport à ce qu'on voit notamment au niveau du BTC ici, d'accord, une continuité baissière, pour pouvoir aller travailler les zones inférieures. Donc là on a quand même un setup qui nous dit que potentiellement on pourra avoir une cassure, donc on a quelque chose de cohérent, avec différents niveaux, ici qui sont les extensions et qui sont les extensions plus les 0,5, donc on a 9500 et 8500 qui correspondent à une continuité baissière notamment du Nasdaq, donc avec une crise macroéconomique avec la notion d'inflation qui rentre en compte derrière, donc une diminution des capitalisations et forcément du chiffre d'affaires global, une augmentation des coûts qui vont être effectifs, donc on sait qu'on a une notion macro qui va descendre à l'heure actuelle. C'est ce que l'on a sur cette fin d'année, on le sait potentiellement jusqu'à l'année prochaine en fonction des taux d'inflation et l'impact de l'augmentation des taux directeurs sur ce taux d'inflation. Néanmoins, on sait qu'on a quand même quelque chose qui nous dit qu'on va descendre dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui est cohérent. Ok, là-dessus, on termine cette hypothèse. Maintenant, je vais vous présenter, on va partir sur la même base, deuxième hypothèse où on va avoir notamment, ici, un arrêt de la tendance. Un arrêt de la tendance, pourquoi? Parce qu'on a plusieurs signes. Ok, on n'est pas sur le 1,1, on est entre le 272, mais on pourrait dire qu'on a fait une extension au niveau du 1,1 et qu'on est en train de retravailler le 1,1 ici, d'accord? C'est quelque chose qui est tout à fait cohérent, donc on pourrait avoir un retravail de la zone basse, voire potentiellement une petite extension rapide, et repartir à la hausse. Pourquoi? Parce que, déjà, dans la schématique que l'on a ici de ce retracement C, de ces 5 vagues qui sont effectives, on a travaillé un objectif fort, qui est le 0,618, de cette vague 5. Donc on pourrait dire que cette vague C est terminée, que cette vague 4 est terminée, et que l'on va notamment partir à la hausse. Partir à la hausse sur cette vague 5 réelle. Donc ça voudrait dire que on ne casserait pas ce niveau-là. Pourquoi? Parce que aussi nous avons autre chose, c'est que nous avons ce niveau ici qui a été touché, et le niveau de 618 du retracement global du cours. D'accord? Alors on va le faire parce que je ne l'ai pas fait, en tout cas sur ce graphique-là, sur l'autre il y est, mais je ne veux pas vous le montrer tout de suite, donc on va le faire, hop, on va bien le mettre, on va recalibrer ici, tac, coordonnées, hop, on voit que là, en l'occurrence, on a travaillé cette zone du 618. Donc qui est une zone très importante, vous le savez très bien sur les retracements de Fibonacci. Le 618, c'est l'extension inférieure du nombre d'or 1, 618. Donc le 0,618 sur les retracements a toujours un impact excessivement fort au niveau des cours, qu'il est utilisé globalement, quasiment par tous les algorithmes de traitement, et ensuite globalement quasiment tous les traders plus ou moins normaux, et derrière on va avoir ici une zone de travail fort. C'est pour ça que je vous dis que potentiellement on pourrait refaire une autre extension ici en dessous pour retester et après repartir. Donc il y a quelque chose ici qui est très important, où on a une corrélation qui est en train de se faire entre les deux. On a une zone, on est vraiment entre en fait une zone forte, d'ailleurs je vais la noter ici, qui est entre le 1,1 de cette extension, le 1.272 à 23 000 et le 0.618 à 25 000. Donc on va se le noter ici, sur lequel on a cette zone importante de résistance, sur lequel on peut avoir en effet un rebond avec une prise de liquidité forte qui a été effectuée. D'accord? Je ne parle pas de notion d'order flow pour l'instant, parce que je considère que pour l'instant ce n'est pas le but de cette vidéo, mais normalement on sait qu'on a de l'order flow en bas, donc forcément on sait que ça attire le prix par le bas pour aller liquider les gens, tant qu'on n'a pas notamment d'incentive à remonter plus haut. Mais normalement on sait qu'on a une zone de retest là, c'est pour ça aussi que l'on a beaucoup de liquidités qui se créent
notamment en bas, d'accord? Parce qu'on est en train de travailler cette zone-là. C'est aussi un appel de prix potentiel pour une remontée, pour aller chercher plus haut, pour pouvoir renforcer cette notion d'order flow et renforcer la liquidité qui se trouve sur la partie basse, d'accord? Bon, on retourne dans notre théorie. Notre théorie serait, donc on termine cette vague 4 pour repartir sur cette vague 5, repartir sur la vague 5 avec vague 1, vague 2, vague 3 impossible forte, retracement 4, 5. On aurait quelque chose qui pourrait être fait assez rapidement, d'accord, de ce style-là. Tac, on aurait quelque chose qui serait effectué globalement en 3, 4, 5, allez, on va dire 6 mois, 7 mois effectifs. Donc globalement, qui pourrait nous amener, allez, on va dire un an, soyons fous, on va dire un an, jusqu'à mai 2022. Ça nous laisse un an pour faire quoi? Pour faire un retracement en A. Ah, c'est pas les bons, on refait, hop, avec un retracement en A, B, C. Alors ce qu'on va faire, ça va décaler un petit peu plus pour que ce soit un peu plus cohérent par rapport à ça au niveau de la temporalité. Donc on aurait la 5, tac, quelque chose d'assez agressif, hein, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on monte. Et ensuite, la 4, la A, la B et la C avec le halving qui part, et donc forcément derrière un niveau de compensation qui se mettrait en place par la suite. Donc là-dessus on aurait une nouvelle schématique qui repartirait derrière une fois le halving passé. Alors parce que le halving c'est pas magique, hein, c'est pas une fois qu'on a passé le halving, on double le prix du BTC, ça ne fonctionne pas comme ça monte progressivement. Donc là-dessus on a ce schéma-là. Alors oui, c'est faisable, mais il y a plusieurs vecteurs à prendre en compte. Quand on part sur la partie macroéconomique, ça voudrait dire qu'on ait un cours qui ne casse pas par la suite, qui ne va pas chercher dessus, donc on ait terminé cette prolongation, chose qui peut être faisable, d'accord, parce qu'on a des signes nous disant qu'on a fini de travailler le ABC, on est en 1 pour 1 qui est effectif, on sait qu'on a travaillé ça. Donc globalement, on pourrait se dire qu'en effet, le Nasdaq va reprendre à la hausse. Mais est-ce qu'avec la totalité des taux directeurs qui sont effectifs, avec le poids macroéconomique réel d'une guerre en Europe, l'incentive qui est en train de partir sur l'inflation et la notion d'hyperinflation qui reste très forte derrière, est-ce que on a cette partie-là macroéconomique qui nous donne la possibilité? Là-dessus, je me pose vraiment des questions, et c'est là-dessus où déjà... Je suis en recul sur cette analyse technique en me disant, ok, est-ce qu'il y a vraiment la possibilité ou non? Deuxième chose, c'est que si on considère ici, au niveau des crypto-monnaies, on a autre chose qui rentre en compte. On a la notion de législation. Clairement, la notion de législation va jouer énormément. On sait qu'on va avoir de la régulation qui va arriver, ça peut être positif comme négatif. Ce qui s'est passé au niveau de l'UST et de Luna, on sait que ça va arriver plus vite que prévu. Donc globalement, est-ce que cette chape de législation ne va pas appuyer sur le prix pour l'empêcher de monter? Et du coup, c'est un petit peu la peur, pas la peur, mais globalement l'inadéquation du consensus macroéconomique et fondamental qui, pour moi, pourrait bloquer ça. Après, néanmoins, on pourrait très bien avoir une accélération haussière, retravail d'une zone basse avec un retest d'une vague 2 très forte, avec notamment la partie législation et renforcement de l'inflation. Fin de l'inflation, réussite globalement derrière de la diminution de l'inflation pour rester sur une inflation correcte et ne pas rentrer dans l'hyperinflation. N'oublie pas, l'inflation c'est bien, l'hyperinflation c'est mal. Mais globalement, on rentre derrière ici, on stoppe, on arrête les taux directeurs, on arrête l'augmentation des taux directeurs, hop, le marché part à la hausse, pouf, on craque vers le haut. Ça peut être faisable, mais peu probable. Ça, il est important de le garder en tête, ça reste assez peu probable par rapport au schéma global qui est en cours et à ce qu'on est en train de se mettre en place. Donc nous avons ces c'est 1,5 hypothèse, 1,5 ce qu'on part sur la même schématique, avec deux choses. Un, la zone d'invalidation qui est au niveau de 14 000, et après derrière, forcément, il faut impérativement qu'on casse le nouvel ATH pour se dire qu'on est parti sur cette fin de vague 5 pour retracer en ABC, mais le timing sur le halving est quand même compliqué à gérer, surtout que je ne parle pas d'autres vecteurs qu'on va regarder, notamment dans la deuxième partie. Je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéo, il y a plus de 50 vidéos, pour apprendre
tout des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi. Il va avoir en plus des exemples de portefeuille et de bagues, le mien de bagues et de portefeuille sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futures pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi et bien évidemment des signaux spot, futurs et investissements, avec en plus un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire et à rejoindre le Discord. À très vite. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On attaque la deuxième hypothèse. Deuxième hypothèse, cette fois-ci un petit peu différente, et avec notamment un schéma un petit peu particulier. Première, c'est qu'on considère que nous avons terminé une schématique héliotiste. C'est-à-dire vague 1, vague 2, vague 3, donc toujours en avril. Ok, là-dessus on reste pareil. Mais retracement de la 4 effective en juillet 2021 avec un ABC parfait quasiment. Accélération de la 5 avec des vagues héliotistes impulsives qui sont somme toute un peu légères mais qui rentrent avec les forceps. Et si on regarde un petit peu les ratios, on voit que cette vague 3 s'est arrêtée notamment au ratio 3. On voit que ici, cette vague 5 s'est arrêtée au 618. Et donc, on serait dans un retracement ABC en cours. La question, c'est est-ce que c'est le A, B, C ici? Peu de chance quand même. Parce que quand on regarde la schématique globale, on aura une notion de proportion réelle par rapport au retracement effectif. Donc, on serait dans le A du retracement en 5 vagues impulsives que l'on trouve ici. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5 en cours. Est-ce que cette vague 5 est terminée? Est-ce qu'on va avoir un petit retracement dans les 36? Encore pour une continuité baissière pour aller chercher un petit niveau en dessous? C'est aussi possible, mais néanmoins, on sait que là, on a potentiellement terminé cette zone-là des 25 000. Donc ça, c'est important de le garder en tête. Là, dans cette schématique-là, on aurait terminé l'héliotisme. On aurait terminé l'héliotisme et on aurait ce halving qui se trouve ici, qui nous donnerait notamment un peu notre ranging. Donc on aurait cette vague A réelle qui est en cours, avec du coup derrière une vague B et une vague C. Vague B et C qui nous amènerait du coup sur une réaccélération du cours à la hausse, avec potentiellement derrière un retracement effectif de la C. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est deux choses. C'est un, nous avons cette fin, et dans ce schéma-là, nous aurons notamment une réaccélération à la hausse, mais une réaccélération qui casserait les 36 000. D'accord, qui casserait clairement les 36 000, parce qu'on aurait ici la possibilité d'aller chercher celui-là, oui, mais c'est le moins probable, en tout cas, enfin ça fait partie des moins probables sur du retracement, ça fait un petit retracement effectif pour une continuité baissière, pourquoi pas, mais néanmoins, ce que l'on irait chercher, c'est potentiellement le 0,5 qui correspond à un order block et la liquidité au-dessus de la 4, avec notamment à 47 000, et potentiellement aller chercher voir ces 52 000 importants qui se trouvaient dans les 618, ici sur un retracement, une continuité baissière avec une vague C, si on regarde justement la continuité ici, qui nous amènerait dans la zone des 20 000, zone très importante, avec notamment l'order block, plus une extension réelle. Donc là-dessus, on aurait quelque chose qui se mettra en place de cette façon-là, et qui nous dirait, ok, une fois que j'ai terminé ce cycle, et je peux repartir sur un nouveau cycle qui se mettra en place, avec ici, vague 1, vague 2, et le halving qui se passerait notamment sur un retracement de la 2, potentiellement, et donc qui nous donnerait une 3 impulsive sur un scénario qui serait à peu près logique sur une forme de temporalité. Encore une fois, on n'oublie pas, la notion de temporalité est très compliquée à aborder sur ce type de graphique. Et à côté, on aurait justement cette mise en place d'accumulation SC, STB, test, spring, on enfonce, on fait le test, on reteste la partie basse sur la vague 2, et on repart. Du coup, on aurait ce week-off qui se met en place avec le saut effectif ici, pour repartir, faire UT-UTAD, pour valider notamment la partie
de halving et l'accélération haussière réelle qui se mettra en place. Donc là, on aurait justement ce schéma qui pourrait coller quand même majoritairement. Alors, c'est un schéma que j'ai depuis longtemps en tête, que je garde déjà depuis un certain temps, et qui est en train de se valider au fur et à mesure, non pas sur le BTC, mais plutôt sur l'ensemble de la temporalité, et surtout sur l'ensemble des altcoins. C'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup d'altcoins qui sont en train de se mettre en place sur un retracement, qui est en vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. D'accord? Et ça, on n'a pas en fait le retracement classique que l'on peut retrouver en ABC ici. Donc ça sous-entendrait que derrière, on aurait un retracement qui se mettrait en place de cette façon-là pour une continuité baissière qui pourrait se faire de cette façon-là. Donc c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'altcoins sur lesquels on se trouve ici dans cette zone-là, et je pense qu'en effet dans ces altcoins-là, on pourrait avoir un ABC qui se met en place, et un ABC en fait qui est assez peu puissant. Quand on regarde, si on remonte bien, on aurait notamment un BC qui se terminerait dans les 20 000. Alors, 20 000, pourquoi pas plus bas? Pourquoi pas aller chercher notamment l'extension ici, qui pourrait être le 1 et qui nous amène dans les 4 000 $. Pareil, pourquoi ne pas aller chercher notamment les extensions réelles ici, qui sont le 1 pour 1. Pareil pour ici, aller chercher le dessous des 10 000. Pourquoi ne pas enfoncer tout ça? Alors, pour répondre à cette question, on va utiliser deux choses, et ça c'est important de le retenir, c'est les indices notamment au niveau du minage du BTC. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça reste une industrie. Contrairement à ce que nous dit Madame Lagarde, ce n'est pas à rien, ce n'est pas basé sur rien, c'est une industrie qui consomme de l'électricité pour transformer cette électricité en un service de sécurisation de transactions. D'accord ? Donc c'est une industrie qui est basée sur un service, une production de services, et donc a des coûts réels, avec derrière un chiffre d'affaires réel. Ce n'est pas pour rien que nous avons continuellement des industries de minage qui se mettent en place sur le BTC notamment, et bon, on va pas parler des Web3 qui lèvent des millions et des milliards, pour quelque chose qui, du coup, a priori, n'est basé sur rien. Bon, j'arrête, promis, j'arrête. Globalement, on a cette notion de minage. Cette notion de minage est le coût réel d'une production de BTC. C'est-à-dire combien ça coûte pour miner un BTC. Nous avons deux indicateurs. Un qui est l'indicateur le plus utilisé à l'heure actuelle, qui est le Bitcoin Production Cost, qui est basé sur la notion d'average sur les différentes années, sur un coût mondial, enfin US plutôt, pardon, de l'électricité. Et derrière, moi j'ai rajouté celui que j'aime bien parce que je le modifie moi-même, qui est globalement le BTC Mining Cost Indicator, sur lequel je peux moduler notamment le prix de l'électricité pour aller chercher ceux qui ont l'électricité le plus bas, c'est-à-dire ceux qui travaillent notamment sur du verre et qui ont les meilleurs deals à l'heure actuelle. On sait que, d'ordre général, eux ont un BTC entre 12 et 14 000 à l'heure d'aujourd'hui. Donc ça nous permet d'avoir justement cette courbe effective ici. Donc on a notamment ici le ratio de ceux qui sont à l'heure actuelle sur des deals électriques moyens, qui sont déjà en négatif, d'accord ? Eux, ça leur coûte de l'argent de miner. Ils ne gagnent plus d'argent, ça leur coûte de l'argent. Par contre, on a le palier bas où on a encore un petit peu de marge. D'accord ? Il est évident de comprendre qu'il y a une partie qui va disparaître et une autre partie qui va continuer. Évidemment, ceux qui sont le plus bas ont de la marge et vont absorber toute la demande liée tout simplement à la perte de ceux qui sont en train d'abandonner au fur et à mesure. Donc on a ce schéma qui est en train de se mettre en place, qui est très important, parce qu'on le revoit plusieurs fois, où on touche, où on travaille cette zone-là très forte, où on enfonce même des fois cette zone-là de façon très très forte, et derrière c'est souvent, j'aime pas la fractalité au niveau des cours, on n'oublie pas, mais globalement c'est souvent le cas où on va avoir une augmentation. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on ne peut pas garder une industrie dans lequel il n'est pas rentable de produire le service qu'on est fait pour produire. C'est-à-dire que cette industrie a deux possibilités. Soit transformer sa façon de concevoir son service pour diminuer ses coûts, soit tout simplement péricliter. L'autre cas, c'est que tout simplement la demande, enfin le produit et le service, augmentent de prix intrinsèquement par rapport à l'obligation de production. Donc on a ces deux cas-là, majoritairement on a eu ces cas effectifs, avec une augmentation et une accélération, mais néanmoins il est évident qu'il y a autre chose qui rentre en compte. Première chose, c'est qu'on pourrait avoir, si jamais on a un cours qui diminue très fortement ici dans les 20 000, bah tout simplement une diminution du hash rate qui se passe, et donc une diminution du coût effectif qui pourrait se faire, d'accord ? Pour aller travailler ces zones-là. Par contre,
Est-ce qu'on peut aller travailler les 4000? Est-ce qu'on peut aller travailler les 10 000? Je pense que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Si on n'y va pas pour très très longtemps, on y va juste pour descendre d'un coup comme ça et repartir à la hausse très fort. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les entreprises qui ont investi massivement ont une trésorerie qui va être à un moment donné limitée. Et il est évident que ici, ils ne vont pas vendre leur BTC. Ils ne vendront pas leur BTC à perte. Il est normal de voir ça. Donc ça veut dire que on va avoir un arrêt d'afflux de BTC réel qui va être effectué, et derrière on va avoir un cours réel aussi qui va se normaliser avec une accélération haussière. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'on ne verra pas un BTC à 3000$, en tout cas moi d'un point de vue purement macro, parce que ça voudrait dire aussi que pour voir un 3000$, on descend très très bas au niveau de la macroéconomie, qu'on a un grosse news fondamentale très forte derrière qui casse vraiment très fort le BTC et globalement toutes les crypto-monnaies. Donc on aurait quelque chose qui serait un petit peu scénario catastrophique dans les 4000, 3500, où globalement pour s'en remettre ça mettrait beaucoup de temps. Et est-ce qu'on y va maintenant avec une notion de halving qui arrive? Là-dessus, c'est un petit peu ça qui me garde en tête. J'aurais tendance à penser que ce scénario me plaît plus, parce que tout simplement, au niveau de la temporalité, au niveau des coûts réels, c'est-à-dire qu'ici on irait travailler les 20 000, parce qu'il faut comprendre que là, on a une notion d'inflation qui rentre en compte, donc l'électricité coûte de plus en plus cher, les coûts d'infrastructure, donc les coûts de production augmentent en fonction de cette inflation-là, d'accord? Donc on va avoir quelque chose qui va monter comme ça réellement, d'accord? Donc on aura quelque chose qui va monter comme ça réellement. Donc si on a un cours qui fait ça, qui accélère et qui casse ici, à un moment donné, on va avoir cette cassure réelle qui va se mettre en place ici. Est-ce que là, sur ces cassures-là, on a une baisse du hash rate? On a une baisse qui est effective après. Et on a l'accélération. Donc là-dessus, on a vraiment cette schématique qui est en train de se mettre en place. Et pour moi, je pense qu'il ne faut pas se baser sur les niveaux réels maintenant 20 000 effectifs, mais sur des niveaux de progression inflationniste, sur lequel on pourrait se retrouver sur un coup bas palier sur cet indicateur-là, réel qui serait dans les 24-25 000. Pareil, ici on monterait justement toucher dans les 20 000, et donc on aurait un enfoncement réel qui se passerait ici, et donc une mèche potentiellement qui pourrait chercher les 18 000, zone que je vous ai donnée la dernière fois dans l'autre BTC CME, dans l'autre hypothèse, pour ensuite repartir à la hausse, repartir de façon énergique, fort sur justement vague 1, vague 2, et qui collerait notamment à la notion de halving qui sera en place. Après, la notion de halving, on connaît ce qui se passe derrière, et ce que j'aime bien dans cette schématique-là, c'est que on a terminé une schématique Elliottis et qu'on est prêt à repartir à la hausse, avec des objectifs qui sont beaucoup plus intéressants que si on était juste sur une petite vague 5. On aurait des objectifs qui seraient très forts. Alors, sur cette théorie-là, notamment, je pense qu'il va y avoir Calypso sur le Discord, sur la partie premium, qui va faire un live pour expliquer justement toute la partie Elliotiste et vous décortiquer chaque sous-vague avec les différents niveaux pour bien comprendre tout ce qui se passe derrière. On a trouvé que c'était intéressant, je lui ai proposé ça, il est d'accord, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Ça se passera certainement la semaine prochaine, on va avoir une annonce qui va être effectuée dès qu'on a l'heure, la date et la temporalité pour pouvoir vous proposer cette continuité d'analyse. J'espère que cette vidéo, qui est un petit peu différente de d'habitude, vous a plu. On essaie de prendre un petit peu de perspective pour comprendre un petit peu comment le marché dans son ensemble, parce que c'est évident qu'il faut comprendre que c'est un ensemble au niveau du marché, et derrière, essayer de comprendre toutes les différentes techniques. Là, on s'est basé sur l'héliotisme, sur notamment ici le Fibonacci, les règles fondamentales d'order flow, avec ici les order blocks qui se trouvent aux différents endroits, la continuité de la cassure de l'order flow avec notamment ici un renforcement des longues, parce que forcément si on a une accélération, on va avoir un renforcement des longues et une accélération baissière pour liquidation de ces longues avant de repartir. Donc on est vraiment un petit peu dans toutes les techniques qui se mettent en place, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce recul réel entre la macro, la technique, et utiliser toutes les techniques qui sont à notre disposition. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.